Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À l'Est, rien de nouveau pourrait-on dire pour évoquer la situation dans la région du Kivu en République démocratique du Congo, en paraphrasant au passage le titre d'un célèbre roman écrit il y a un peu moins d'un siècle. Rien de nouveau parce que les sommets et autres rencontres diplomatiques se suivent et se ressemblent avec leurs communiqués disant une chose et son contraire, tandis que parallèlement les combats se poursuivent et permettent à la partie qui a le vent en poupe de renforcer ses positions. Rien de nouveau parce que les guerres qui viennent par l'Est, par la frontière avec le Rwanda, la République démocratique du Congo, on a déjà connu plusieurs. Comme le Nord et le Sud Kivu ont déjà été envahis par le voisin belliqueux pour être par la suite restitués au nom de la sacro-sainte intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Sauf que, voilà, il pourrait bien y avoir cette fois-ci quelque chose de nouveau au-delà des apparences. Et ce quelque chose de nouveau s'appelle le contexte international. La dernière occupation de Goma par un faux-né du Rwanda, c'était le CNDP de Laurent Nkunda, a eu lieu en 2012, c'est-à-dire une autre ère. 2012, c'est avant la guerre russo-ukrainienne qui commence avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass en 2014 et qui pourrait bien s'achever avec la consécration du fait accompli russe par l'ancien et nouveau président américain Donald Trump. Ou du moins, la mise au même plan politique et moral de l'effacement d'une souveraineté et du maintien de cette souveraineté, le facteur réellement déterminant étant ce que la première puissance au monde peut y gagner. À l'étranger, Donald Trump évoque pour la première fois la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour. Il l'a dit cette nuit sur Fox News, répétant vouloir un accès pour les États-Unis aux terres rares ukrainiennes en échange de l'aide américaine à Kiev face à la Russie. Et il a confirmé que son émissaire, Keith Kellogg, serait à Kiev à la fin de la semaine prochaine. Retenons ces deux mots. Terres rares. Et poursuivons. En 2025, au mépris du droit international, des résolutions de l'ONU et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Donald Trump tente d'imposer l'idée d'un nettoyage ethnique de la bande de Gaza et de son appropriation par son pays qui en ferait une sorte de zone internationale de tourisme. De Palestine sans Palestiniens. En 2025, le même Donald Trump essaye de faire admettre comme entendable l'hypothèse de l'annexion de pays tiers, de nations souveraines par les États-Unis. Il l'a dit, il le répète depuis des semaines. Pour Donald Trump, actuellement, la meilleure solution pour le Canada, c'est de devenir le 51e État des États-Unis. C'est ce qui lui permettrait d'échapper au fameux tarif douanier de 25% qu'il veut imposer à tous les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. We need Greenland for national security purposes. You have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. Cela fait des décennies que l'Occident est obsédé par la balkanisation de la République démocratique du Congo et aussi bien l'ancien colonisateur belge que la France soutiennent la sécession du Katanga, riche en minerais, qui se met en place moins de 2 semaines après l'indépendance du pays en 1960. Mais le système international, né après la Deuxième Guerre mondiale, rendait les choses compliquées. Avec la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, consacré par la communauté internationale, les choses ont commencé à craquer. La probable victoire russe en Ukraine, le projet de reconnaissance du Somaliland, qui s'est autoproclamé indépendant de la Somalie en 2000 par l'administration Trump, sont des réalités que Paul Kagame, le président rwandais, ne peut qu'observer avec intérêt, voire gourmandise. Car la diplomatie transactionnelle de Donald Trump s'emboîte très bien avec celle du maître de Kigali qui sait faire taire l'ONU en fournissant massivement des troupes à ses opérations de maintien de la paix, qui sait neutraliser la France en déployant son armée au Mozambique pour le plus grand bénéfice de la multinationale pétrolière et gazière Total, qui s'est également mis au service de l'agenda mortifère des droits durs européennes en proposant d'accueillir sur son territoire les migrants dont la Grande-Bretagne ne voulait pas à l'époque des Tories et de Rishi Sunak. Le projet a fait pchit, mais la fenêtre d'Overton s'est ouverte et Donald Trump peut parquer des dizaines de milliers de sans-papiers à Guantanamo. Au-delà de ces considérations, revenons à ces deux mots
terres rares. Les terres rares que Donald Trump demande à l'Ukraine en échange d'une protection face aux appétits de la Russie de Vladimir Poutine. Les terres rares et plus généralement les minerais nécessaires à la transition énergétique et numérique qui sont majoritairement contrôlés aujourd'hui par la Chine et dont la RDC est un des premiers gisements mondiaux avec une quantité astronomique de réserves inexploitées. Or, la RDC est désormais très active dans la dénonciation de l'utilisation illégale de ces minerais par des firmes américaines comme Apple. Des minerais de son se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? C'est ce que soupçonnent les autorités de la RDC. Elles accusent le géant américain du numérique d'utiliser des minerais exploités illégalement sur leur territoire par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Kinshasa s'est donc attaché les services de 2 cabinets d'avocats dans les litiges concernant des individus et des entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en RDC. Au final, Apple a été obligé, il y a un mois, d'annoncer, même de manière floue, qu'elle suspendait son approvisionnement en tungstène, étain et tantal en provenance de la RDC et du Rwanda voisin. Et si les multinationales voulaient se libérer des revendications gênantes de Kinshasa? Si du côté américain, on se contentera d'évaluer son propre intérêt pour agir dans un sens ou dans un autre, le Parlement européen s'en tient pour l'instant à la défense du droit international. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. Le Parlement européen n'est pas la Commission européenne, encore moins les États européens. Certes, la Belgique demande des sanctions contre Kigali, mais de nombreux pays regardent ailleurs. Et au final, les Européens ne s'opposeront pas en bloc et de manière frontale à ce qu'auront décidé les Américains. Aujourd'hui, la manière dont le M23, fauné du Rwanda à l'est du Congo, communique et se met en scène montre qu'il ne s'agit plus d'assumer une sorte de gouvernance par le crime et la terreur, mais de se poser en facteur d'apaisement capable de gagner la bataille des cœurs. Quelques jours après la prise de Goma par les rebelles du M23, le mouvement a tenu son premier meeting populaire ce jeudi. Des milliers d'habitants se sont massés dans le stade de l'Unité pour écouter le message des responsables de la rébellion. Nous sommes là. Notre objectif, c'est de vous apporter la paix. Tous les enfants de Goma, dormez bien, car vous êtes libérés. Ce type d'élément de langage a pour vocation d'être répercuté à l'international et de servir de base à un argumentaire qui voudrait prouver qu'au fond, face à l'incurie généralisée du pouvoir central de Kinshasa, bien plus éloigné de Goma que Kigali, la capitale du Rwanda, une sorte de gouvernance de proximité plus efficace pourrait se mettre en place. C'est plus ou moins ce qu'expliquait l'ancien Premier ministre du Bénin et banquier d'affaires Lionel Zinsou sur le plateau de France Culture. Le Rwanda, c'est une des croissances les plus fortes en fait du continent. Le Rwanda, c'est le contraire d'un État failli. Il se trouve que malheureusement, la RDC, dans sa partie est, ressemble à un État failli où très peu d'infrastructures sociales tiennent encore debout et les autorités, les institutions, au fond, sont très peu présentes et très efficaces. Et du coup, forcément, d'une certaine manière, c'est d'ailleurs quelque chose qui inhibe le jugement sur ce que fait le Rwanda. En entrant sur le territoire, en armant le M23, et ça c'est désormais établi par les rapports des Nations Unies, tous les rapports des témoins. Mais ce qui inhibe la critique, c'est que le Rwanda a obtenu un peu le brevet de meilleur gestionnaire public du développement et également de champion de la lutte contre la corruption.
Toujours dans un but de se normaliser et de donner l'impression d'une situation globale normalisée, le M23 a choisi de forcer les 700 000 Kivoutiens qui se trouvaient dans des camps de réfugiés à proximité de Goma à retourner dans leur village, même sans mesure d'accompagnement. Dans ce contexte, l'attitude des puissantes églises catholiques et protestantes locales qui ont choisi d'engager le dialogue avec les rebelles aux grands dents du pouvoir central est un point de plus pour l'autoproclamée Alliance du fleuve Congo. Constater la réalité du terrain dans l'est de la RDC et échanger avec les responsables de l'Alliance Fleuve Congo qui inclut le M23. Voilà les priorités d'une délégation des églises catholiques et protestantes qui a clôturé hier un déplacement de 2 jours à Goma. Les hommes de foi ont notamment été reçus par Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC. Une rencontre à l'issue de laquelle les religieux ont fait part de leur satisfaction quant aux discussions sur la nécessité de restaurer la paix dans la région. En 2025, comme en 1996 ou en 2012, Goma, la principale ville du Nord Kivu, d'un Nord Kivu déshérité mais extrêmement stratégique pour toute l'économie mondiale, est une fois de plus occupée par les hommes de paille d'un Rwanda lui-même allié de l'Occident, sorte de petit Israël au cœur de l'Afrique centrale. Mais cette fois-ci, il faut craindre un peu plus une sorte de chemin de non-retour. L'intégrité territoriale à long terme du plus grand pays francophone au monde n'a jamais été autant menacée.